La première chose, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais j'ai vu que l'image était à peu près passée. On me voit à un moment donné soupirer lorsque François Bayrou commente son conférence de presse. Alors je ne me suis pas permis de soupirer sur l'annonce de ces mesures, mais simplement sur toutes les contre-vérités qu'il a pu égrener en quelques minutes. C'était un vrai festival. Alors j'ai vu que c'était le moment de vérité. On peut dire que c'était, si je suis aimable, un tunnel de contre-vérité. Et si je ne le suis pas, je parlerai de mensonges. Par exemple, contre-vérité, nous dépensons trop par rapport aux recettes et François Bayrou dit il n'est pas normal d'être déficitaire sur des budgets de fonctionnement. Mathilde l'a répété et redisons-le sans arrêt, depuis 2017, ce qui crée le déficit en France, c'est la perte de recettes, moins 3 points et moins 2,5 points de prélèvements obligatoires, contrairement à ce qu'on peut dire aussi. Par contre, les dépenses publiques sont quasiment stables, elles ont même légèrement baissé de 0,5 points. Et les dépenses publiques ont moins augmenté en France que dans la zone euro, plus 1,8 point de PIB contre 2,6 dans la zone euro. Donc première contre-vérité. Deuxième, il explique qu'il fait une comparaison, j'allais dire, indécente par rapport à ce qu'a vécu le peuple grec avec la Grèce. Il nous a fait un long laïus là-dessus pour montrer la dangerosité de la dette. Je rappelle qu'au moment du mémorandum imposé par la Troïka à la Grèce, le déficit grec en 2013 était de 13,6% du PIB. Il n'était donc pas de 5,4%, 3 fois plus que le déficit français. Passons sur le fait que le produit intérieur brut grec correspond à peu près au produit intérieur brut de l'Île-de-France, ce qui montre aussi la différence. Et je vous ferai grave des écarts de taux d'intérêt spread avec l'Allemagne pendant que subissait la Grèce, qui était de 3500 points base, le nôtre est de 63 points base. Donc ce genre de comparaison inutile et mensongère pour affoler les chaumières est évidemment hors de propos. Troisième chose, là c'est Lombard qui nous dit le pouvoir d'achat progresse. Mensonge. Le pouvoir d'achat ne progresse pas, en tout cas de la même manière pour tout le monde. Entre 2017 et 2022, les réformes Macron ont bénéficié aux 5% des plus riches et ont été défavorables pour les 5% les plus pauvres, ce qui explique qu'il y a 650 000 pauvres en plus l'année dernière. Et nous notons aussi, par exemple, que si effectivement le pouvoir d'achat était légèrement positif l'an dernier, c'est grâce aux revenus du patrimoine. Les revenus du salaire ont baissé. Autre affirmation, toucher aux niches fiscales, dit-il, pour faire contribuer ceux qui peuvent davantage. Là encore, mensonge. La seule niche fiscale qu'il va toucher, c'est les 10% d'abattement des retraités, qui, contrairement à ce qu'il dit, c'est un autre mensonge, n'a pas été fait, ces 10% d'abattement, soi-disant, parce que ce serait pour, tenir compte des frais des retraités, mais simplement parce qu'au moment où le législateur l'a décidé, on a considéré que les retraités, par essence, touchaient moins en termes de revenus que quand ils étaient salariés. C'est ça les 10% d'abattement. Et là encore, ils ne touchent pas à tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit d'impôt pour le salarié à domicile, la niche du trade, etc. Il explique « Je ne crois pas que nous sommes en meilleure santé que les Allemands ». Là encore, mensonge. Je rappelle que l'espérance de vie en France, 82,4 ans, en Allemagne, 80,8 ans. La mortalité évitable, c'est-à-dire en décès évitable pour 100 000 habitants, France, 160 décès évitables, Allemagne, 195. Morbidité des maladies chroniques, dont il dit aujourd'hui qu'il veut moins les rembourser, 5,3% en France, 6,9% en Allemagne, etc., etc. Et enfin, dans les mensonges, là aussi avancés, c'est tous les records d'investissement dans l'IA qu'il nous a vantés, notamment en lien avec les investissements de l'étranger en France. Je rappelle que la tendance générale est à la baisse des investissements étrangers, qu'en France en particulier, les projets sont moins créateurs d'emplois, moins régénérateurs de production que chez nos voisins, qu'il y a plus de fermetures que d'ouvertures dans l'industrie lourde, et qu'au niveau de l'IA, on sait malheureusement que la question des centres de données sur lesquels compte le chef de l'État de manière importante est très peu créatrice d'emplois. Donc, tout ça pour dire que ces mensonges servent à quoi? Elles servent à cacher une réalité qu'il faut répéter, que je répète à nouveau, c'est-à-dire que tous les Français, quasiment tous ceux qui vivent de leur force de travail, des revenus du travail, ou qui en vivent une fois qu'ils ont cessé de travailler, je pense aux retraités, ou une fois qu'ils sont privés d'emploi, je pense aux chômeurs, sont appelés à contribuer au déficit créé par les cadeaux aux plus riches depuis 2017. Cadeaux aux plus riches qui, par ailleurs, là, seront très peu mobilisés, parce que la mobilisation, et Mathilde Fay le détaillera, mais la mobilisation proposée est de 4 milliards d'euros environ. Je rappelle que l'an dernier, les super profits
et les hauts revenus étaient appelés à être mobilisés à hauteur de 10 milliards, soit plus de 2 fois plus, même si au final le rendement n'a pas été celui espéré. Donc on est 2 fois moins que l'an dernier, et en tout on s'aperçoit que c'est à peu près 10% des 44 milliards sur lesquels le pays est appelé à faire des économies. Donc on voit bien que tout le monde n'est pas appelé à faire le même effort, surtout ceux qui ont créé les déficits par les cadeaux fiscaux et les aides aux entreprises qu'ils ont reçus. Le gouvernement, par contre, déclare la guerre au monde du travail. On l'a dit, il y a suppression de 2 jours fériés. On l'a dit également, d'autres mesures qui sont annoncées, réduire les droits à l'assurance chômage, déréguler le marché du travail. Il met en cause les malades. Adrien Clouet détaillera la façon dont il compte le faire. Il abandonne les plus défavorisés, notamment à travers le gel des pensions. Il fait des retraités les premiers perdants de sa politique, là encore, à partir des gels des pensions. Et également, il va mettre à la diète, là je vais en parler un peu plus longuement, les ministères de l'État, les missions de l'État qui vont donc être impactées considérablement. Alors, disons-le très clairement, la manière d'être impacté ne va pas être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que dans la foulée du chef de l'État, François Bayrou a confirmé que le budget de l'armée serait augmenté de 6,7 milliards d'euros, soit les 3 milliards qui étaient prévus dans la loi de programmation militaire et qui sont donc confirmés, plus 3,5 milliards qui seront ajoutés, comme d'ailleurs en 2027. Bon, ces 7 milliards, comme la valeur globale du budget de l'État, lui, ne sera pas augmenté, il faut que d'autres compensent. Alors ceux qui vont compenser, c'est assez simple, ce n'est pas l'immigration, asile et intégration, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la justice, qui vont tous légèrement augmenter par rapport à l'inflation, mais c'est des ministères qui avaient déjà beaucoup souffert l'an dernier. C'est par exemple transformation fonction publique, moins 29,3%. Sport, jeunesse, vie associative, moins 18,5%. Aide publique au développement, moins 16,7%. Économie, moins 9,6%. Solidarité, insertion, moins 6,5%. Relations avec les collectivités territoriales, moins 5,9%. Le travail, emploi, administration, moins 5,5%. L'agriculture, forêt, moins 5,4%. Cohésion du territoire, dans lequel, je le rappelle, il y a le logement, moins 5,1%. Outre-mer, moins 4,4%. Et même l'enseignement scolaire souffre peut-être moins en termes de pourcentage, moins 0,7%, mais les volumes sont tels que ça fait quand même une baisse de 439 millions d'euros que l'enseignement scolaire devra mettre sur la table pour compenser les augmentations des dépenses militaires. C'est dire que là, on touche des ministères, évidemment, qui, au-delà de la mission régalienne de l'État, défense, sécurité, justice, on s'aperçoit que c'est l'ensemble des ministères qui composent, qu'il est convenu d'appeler l'État social, qui vont souffrir considérablement de cette politique, avec là aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans les 10 milliards qui sont annoncés en moins pour l'État, il y a 5,2 milliards en moins pour les opérateurs. Là, je crains fort qu'on ait une politique à la Trump, c'est-à-dire de tronçonneuse, par rapport aux opérateurs. Pour bien comprendre, Amélie de Montchalin, jusqu'à maintenant, expliquait qu'il y aurait un effort de 2 à 3 milliards. Comment elle justifiait que cet effort de 2 à 3 milliards était plus important que les 540 millions d'euros annoncés par la commission d'enquête du Sénat? Elle disait que là, par contre, elle comptait toucher des missions. Alors, inutile de dire que si c'est 2 fois plus, ça veut dire que des opérateurs vont être sacrifiés, supprimés, et que d'autres vont voir leurs revenus considérablement amputés. Je rappelle que les opérateurs, pour mémoire, ont été créés quand on a voulu diminuer le nombre de fonctionnaires. On a externalisé ça, et aujourd'hui, c'est ce sur quoi on a externalisé les services de l'État qui sont désormais attaqués dans une politique qui est considérablement trumpiste. Et évidemment, les opérateurs, c'est l'ADEME, c'est Météo France, l'Agence Bio, Office français de biodiversité, l'INC qui devrait être supprimé d'après les informations que j'ai eues. Donc on voit bien que là aussi, c'est des services considérables rendus à la population. Les collectivités locales baisseront, leur budget baissera de 5,3 milliards d'euros en tendance, et Adrien détaillera les baisses prévues pour la sécurité sociale. Au final, on le voit bien, c'est effectivement un budget qui finalement est un budget assez trumpiste dans les idées, puisqu'il va falloir non seulement abaisser les moyens de l'État, simplifier les normes, amputer l'administration, les financements de solidarité, mais aussi dans la méthode, puisque le Premier ministre a annoncé que ce qui ne passerait pas par la loi, qui ne passerait pas par le projet de loi de finances, sans compter le fait qu'avec le 49.3, on sait que le vote n'existe plus depuis 3 ans, pourrait passer par des ordonnances, c'est-à-dire
de façon à pouvoir poursuivre les mesures de dérégulation. Voilà, c'est en cela que je considère que ce budget, non seulement est le musée des erreurs néolibérales, c'est un long tunnel de contre-vérité, mais c'est aussi une guerre déclenchée vis-à-vis du monde du travail pour payer les cadeaux au capital. Merci.